Une vérité gênante que les historiens de la Seconde Guerre mondiale n'aiment pas admettre. C'est l'énorme nombre de pertes causées par des tirs amis parmi les bombardiers de l'époque. Les pertes dues aux tirs amis étaient vraiment suffisamment nombreuses pour être préoccupantes. Mais malgré cela, les tactiques des bombardiers n'ont pas beaucoup changé pendant le conflit. Du moins pas pour résoudre ce problème. Dans cette vidéo, nous observerons à quel point ces malheureux cas étaient là courants, pourquoi cela se produisait si souvent, et pourquoi rien de notable n'a jamais été fait pour changer la situation. Installez-vous confortablement, je suis Kevin Aguilar et voici le Guns Club. Vers les étapes moyennes et finales de la Seconde Guerre mondiale, le bombardier était l'arme ultime pour affaiblir l'ennemi de nombreuses façons au-delà du champ de bataille. L'industrie et l'infrastructure allemandes étaient la principale cible de ces énormes armes volantes. Cependant, comme vous le savez probablement, les défenses antiaériennes allemandes étaient extrêmement sophistiquées, obligeant les bombardiers à opérer à des altitudes vraiment élevées, pour pouvoir éviter les canons antiaériens et les intercepteurs ennemis. Cela réduisait considérablement la précision du bombardier, ce qui signifie que lorsque les cibles étaient attaquées, la dispersion des bombes causait peu de dommages à l'infrastructure, même en détruisant des zones non désirées comme les villes. C'est pourquoi les formations serrées de bombardiers ont été créées. Si tous lançaient leurs bombes de manière coordonnée dans une formation serrée, les bombes se concentraient en un seul endroit, augmentant considérablement les dégâts sur la cible. Ces formations visaient aussi d'autres buts surprenants, tels que diminuer la fatigue des pilotes. Dans l'une de ces formations, vous pouviez vous laisser guider par votre groupe sans trop vous soucier de votre position et altitude. C'était donc presque comme voler en pilote automatique. Et enfin, la protection des bombardiers. Paradoxalement, être dans un groupe serré de bombardiers augmentait leur capacité à se défendre, malgré le fait qu'ils soient méguinés plus détectables. En bref, comme mentionné, les formations étaient variables. Cependant, pour 1944, on gérait une boîte de 36 bombardiers chacune, dans les grandes missions. Plusieurs formations pouvaient avancer côte à côte, allant droit au but. Il existait de nombreuses mesures pour éviter à la fois les tirs amis et les tirs auto-infligés. Comme la portée maximale des mitrailleuses défensives de calibre 50 était de 6 km. Les formations étaient à une distance de 6,5 ou 7 km, pour éviter les balles perdues d'autres formations. Aussi certains bombardiers, comme les B-17 et les B-24, avaient des interrupteurs dans les tourelles pour éviter de tirer sur leur propre avion, protégeant les hélices et les moteurs de l'avion. De même, les artilleurs de taille ne pouvaient pas non plus tirer sur la queue de l'avion, en raison de l'angle auquel ils tiraient. Les pratiques pour éviter les tirs amis étaient également visibles dès la formation même de l'artilleur. Comme nous pouvons le voir dans ce document, la formation des artilleurs mettait beaucoup l'accent sur la reconnaissance des aéronefs et sur la visée. De plus, ce n'est pas comme si les avions allemands étaient très similaires en camouflage aux avions américains. Donc en 1944, en tenant compte de tous ces facteurs, les tirs amis entre les bombardiers auraient dû être minimes ou presque anecdotiques. Cependant, ils existaient, et en fait, en quantité alarmante. Des documents provenant de toutes les études d'impact de plus de 25 000 bombardiers, qui sont rentrés chez eux entre janvier et mai 1944, confirment un modèle. Comme nous pouvons le voir, le principal dommage parmi les bombardiers était causé par les tirs des drapeaux anti-aériens. Une donnée qui ne surprend pas, car pour 1944, c'étaient des armes vraiment sophistiquées et extrêmement courantes. Les roquettes et les calibres supérieurs à 20 ne représentaient que 0,1% des impacts enregistrés de ceux qui sont rentrés chez eux. Mais le plus intéressant dans ce document est ce que nous voyons au centre de celui-ci. Les dommages subis par le feu ami, qui comprend les dommages causés par des mitrailleuses inconnues, le feu ami, et également les dommages auto-infligés. Le pourcentage de dommages de ce type sur les avions rentrant chez eux était infime. 1,6% des dommages correspondant au feu ami confirmé. Ce n'est pas beaucoup, vraiment. Mais nous devons prendre en compte que ce document étudie les avions qui sont effectivement rentrés chez eux. Donc nous devons voir ces documents d'une autre manière. Par exemple, les dommages causés par la flak sont moins efficaces, car les dommages subis étaient parfaitement résistés par les bombardiers, et ceux-ci réussissaient à rentrer chez eux. Alors que les dommages causés par des canons de calibre supérieur à 20 mm et des roquettes étaient beaucoup plus mortels. Par conséquent, il était beaucoup plus rare de voir ce type de dommages parmi les bombardiers qui rentraient dans chez eux. Donc ce document n'est que référentiel, et bon, n'est pas concluant concernant le feu ami. Cependant, comme nous pouvons le voir, c'était quelque chose qui arrivait presque aussi régulièrement que de recevoir un tir de gros calibre.
D'autres documents affirment que lorsque l'opposition ennemie était grande, le feu ami pouvait augmenter jusqu'à 20% des dommages reçus par mitrailleuse. C'est sûr, c'est beaucoup. Et cela nous dit aussi quelque chose de très intéressant. Que généralement ces dommages étaient reçus sur les stabilisateurs horizontaux de l'avion, qui étaient le principal point de dommage par le feu ami et auto-infligé. Donc lors de journées de bombardement intensives, sur chaque 100 bombardiers abattus, au moins 20 d'entre eux recevaient une quantité considérable de feu ami, et plusieurs d'entre eux seraient abattus pour des raisons liées au feu ami. C'est beaucoup. Maintenant, si la situation avec le feu ami, avec les bombardiers était telle, imaginez maintenant comment c'était avec les maisons d'escorte qui entouraient ces bombardiers. Contrairement aux idées reçues, le feu ami entre les escortes était très faible dans des conditions optimales. Comme mentionné précédemment, lors de leur formation, les artilleurs apprenaient à identifier rapidement amis et ennemis dans les airs. Mais lors des bombardements nocturnes, la situation changeait drastiquement. La nuit, on disait couramment que le plus dangereux étaient vos propres camarades, et ce n'était pas un mensonge. Bien que ce soit des données anecdotiques, le feu ami la nuit était vraiment courant. L'identification était difficile quand, littéralement, vous ne voyiez rien d'autre que des objets au loin qui reflétaient de la lumière de la lune. Cependant, lors des missions nocturnes, les artilleurs recevaient l'ordre de tirer sur des objectifs spécifiques. En opérant à basse altitude, on leur disait de tirer sur des réflecteurs ou par exemple sur des objectifs confirmés au sol, seulement pour, de cette façon, éviter qu'ils n'attaquent les escortes dans les airs et laisser ces derniers se charger du travail de détruire les intercepteurs ennemis de jour. Il y avait d'autres tactiques, comme les bandes d'invasion qui ont été utilisées pendant le jour J, pour que les avions alliés puissent s'identifier entre eux. Comme on s'attendait à ce que la bataille aérienne soit extrêmement dense, il était donc très important d'identifier rapidement l'allié et l'ennemi. C'est pourquoi les avions portaient ces bandes blanches et noires, qui étaient définitivement très caractéristiques et impossibles à confondre de jour. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de données concernant le feu ami contre les escortes, donc nous ne pouvons pas tirer des conclusions aussi précises que nous l'avons fait avec les bombardiers. Cependant, il n'était pas rare de voir des cas de feu ami entre les escortes, et il existe de nombreuses anecdotes et témoignages de pilotes à ce sujet. C'est peut-être pour cela que nous avons vu le camouflage disparaître presque complètement au début de 1943, pour passer à des avions aux couleurs plus vives, pour l'identification rapide de l'allié, tant du côté allié que de l'axe. Nous avons abordé ce sujet en détail dans plusieurs vidéos que je vous recommande de regarder. Le feu ami entre les bombardiers était un peu bas, mais suffisamment important pour y prêter attention. Toutefois, aucune mesure agressive n'a été mise en œuvre pour résoudre ce problème. Cela est dû au fait que les tactiques de formation serrée étaient vraiment efficaces, et cette efficacité rendait le feu ami un problème vraiment tolérable. Si les bombardiers vous intéressent, vous aimeriez probablement connaître l'histoire du mitrailleur de B-17, pour la capture duquel le plus haut dirigeant allemand lui-même a offert une récompense. Merci pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine. Au revoir.